Wir kommen nun zum nächsten Punkt. Wir werden jetzt haben die Regionalisierung in Europa, die gegenwärtige Entwicklung der Regionalisierung. The process of regionalization in Council of Europe member states and in the several countries throughout the world is developing constantly. Against the background of the current economic crisis, one of the major issues facing regions is the impact at regional level of the limits on public expenditure and of austerity measures, in keeping with the task assigned to it within the Council of Europe. The Congress continues to promote the principles set out in the reference framework of regional democracy and the implementation of the principle of subsidiarity. The principle of subsidiarity is not only a principle here in the Congress, but also in the European Union, especially since the Lisbon Treaty. This roundtable picks up where we left off in our debate last October. Mrs. Michèle Sapin, President of the Assembly of European Regions, she was several times present in the Congress, was due to open the debate, but unfortunately she is unwell, and so I am very thankful that Mr. Urs Wüthrich Peloli, the Vice President of the Assembly of European Regions, has kindly agreed to take her place. He is coming from Basel in Switzerland. We were also hoping to hear from Mr. Peter Straub, the former President of the Committee of the Regions of the European Union and former President of the Regional Parliament of Baden-Württemberg, but regretfully he cannot be with us today. He will take part on another meeting and he promised to come at the next possible meeting. However, we will have presentations on the latest developments in several countries. Belgium by Karl-Heinz Lamberts, the Minister President of the German-speaking community of Belgium and the chair of the minister delegation in Kiev of the Belgian government, central government. Slovenia by Stan Vlaj, professor at the Faculty of Law and European Studies in Ljubljana, the capital of Slovenia, and the Russian Federation by the Vice President Svetlana Orlova. She is also not only Vice President in the Chamber of Regions, but also Vice President in the EPP group, and not at least a very famous position in the Russian Federation as a Vice President of the Federation Council of the Federal Assembly of Russia. The process of regionalization is also highly topical outside Europe. This is true in particular of Morocco, a country with which the Congress has already been cooperating for some years. For instance, in 2010, by providing expert advice on the proposed reform of regionalization in the country. A bill on the subject, currently being debated in the Moroccan Parliament, will be the subject of a contribution from Mr. Abdelkebir Berkia, Member of Parliament of the Moroccan Parliament and former President of the Regional Council of Rabat Saleh Zemmour Zea. I am now pleased to welcome Mr. Urs Wüthrich Peloli, the Vice President of the Assembly of European Regions. I am pleased that Mr. Wüthrich Peloli will contribute to our round table because he is an eminent politician of the Basel regions, I told you, which has a long-standing tradition of transfrontier cooperation between Switzerland, France and Germany, and this region has together one airport. Please take the rostrum. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Wieck van Stamitz,
Ihren einleitenden Feststellungen haben Sie bereits die wesentlichen Punkte meines Einleitungsreferats angesprochen und damit die hohe Übereinstimmung zwischen Kongress und VRE unterstrichen. Mesdames et Messieurs, chers amis, aussi, au nom de la présidente de l'ARE, Madame Michèle Zaban, j'ai le grand plaisir d'ouvrir ce débat sur les évolutions récentes de la régionalisation en Europe. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de revenir sur ce thème qui est au cœur des travaux de l'Assemblée des régions d'Europe parce qu'il est au cœur des convictions de chacun de ses membres. Mesdames et Messieurs, la régionalisation, nous le savons tous ici, n'est ni un horizon figé, ni un processus balisé, une route que nous devrions suivre pour atteindre enfin à l'état ou le standard qui ferait de chacune de nos autorités une région pleine et entière. L'Europe des régions n'est pas une Europe régionale univoque qui parlerait d'une voix pour défendre un modèle absolu d'autonomie locale. La régionalisation est au contraire un concept mouvant qui évolue en fonction des changements politiques, des situations économiques et des joies de nos concitoyens. Nous l'avons bien montré en 2010 dans notre rapport que nous avons consacré à la situation des régions dans les 47 États membres du Conseil de l'Europe. Cette conviction que la mise en œuvre des politiques comme leurs décisions doit être prise à la bonne échelle, c'est la subsidiarité. C'est elle qui est le meilleur critère d'évaluation des récentes évolutions de la régionalisation qui nous permet de prendre en compte la diversité des régions en Europe et de leur champ d'exercice. Mais, je l'ai dit, la régionalisation n'est pas seulement un enjeu institutionnel, elle est aussi un enjeu politique et économique. Dans un contexte où la crise pèse sur nos budgets, crève nos ressources et contraint nos dépenses, les régions payent le prix d'une situation dont elles ne maîtrisent ni toutes les causes, ni toutes les conséquences. Et c'est là, sans doute, le plus difficile. La crise n'enterre pas les débats liés à la régionalisation. Je dois dire, au contraire, qu'elle les réveille. La question des déficits publics offre un terrain propice à la réflexion sur l'organisation territoriale des États. Il y a bien sûr en jeu la diminution de ce qu'on a baptisé millefeuille institutionnel en français. Pour les États, le défi est alors de faire des économies d'échelle pour diminuer les doublons en matière de décision publique. Il est aussi en jeu la marge de manœuvre laissée aux régions pour leurs actions. Ont-elles ou n'ont-elles plus les moyens de leur ambition? Les politiques de rigueur que nous voyons se mettre en place au sein des États membres de l'Union européenne impactent de fait les réformes en cours et les politiques des régions. Il en va ainsi en Irlande, où le programme pour la décentralisation est remis en cause du fait du contexte actuel de la crise et de réduction des budgets publics. Le gouvernement irlandais a annoncé le 17 novembre dernier que certains projets de ce programme devaient être annulés. Un état des lieux est actuellement en cours et l'on en saura davantage dans les prochaines semaines. Plus encore, avec la crise des dettes souveraines, les gouvernements s'interrogent sur la part des responsabilités des politiques régionales dans les déficits budgétaires. En Espagne, le gouvernement, même si ses propres compétences sont limitées en la matière, menace de sanctions les régions autonomes accusées d'avoir miné la santé financière du pays, en cas de non-respect des contraintes budgétaires.
Aux yeux de certaines autorités nationales, la subsidiarité a un coût politique et économique dans la crise dont il convient d'évaluer la pertinence. Mais cette crise que nous vivons apporte aussi les arguments supplémentaires au débat politique qui a fait rage en Roumanie l'été dernier pour la fusion des Judées en régions plus grandes. Si cette réforme est pour le moment en suspens du fait du calendrier électoral, elle n'est pas moins ambitieuse. Il s'agit en effet de bâtir ces nouvelles régions en leur permettant d'atteindre une taille critique ou qui rejoint les niveaux statistiques de l'Union européenne. Pour le président Băsescu et la majorité actuelle en place, cette réforme pourrait permettre à la Roumanie d'améliorer l'absorption des fonds communautaires tout en faisant des économies d'échelle par ailleurs. Que nous apprend l'expérience d'autres pays européens à ce niveau? Au Danemark, la réforme de 2007 a certes permis aux régions d'atteindre une masse critique qu'il est en atout dans une économie mondialisée. Mais il est encore trop tôt pour déterminer s'il y a eu réellement des économies d'échelle et une amélioration du service rendu aux citoyens. Car s'il est bien une valeur ajoutée des régions telles que nous défendons, c'est celle-ci, celle d'être proche de leurs citoyens afin de pouvoir répondre au mieux à leurs besoins, à remédier à leurs difficultés. Il est d'ailleurs intéressant de noter dans ce contexte les évolutions qui ont eu lieu depuis le début de l'année en Hongrie, suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier de la nouvelle loi sur les gouvernements régionaux. Dans ce cas, les découpages territoriaux ne sont pas remis en question. Ce sont les compétences des autorités locales qui ont évolué. Les régions se sont vues retirer la responsabilité des domaines sociaux et hospitaliers, des domaines qui grévaient lourdement leur budget. Mais elles ont retrouvé leurs compétences en matière de développement régional. La Hongrie a donc fait le choix d'exercer de manière spécifique le principe de subsidiarité. Elle juge que les dépenses de santé se justifient davantage pour les questions économiques à l'échelle nationale. Mais elle a en contrepartie redonné un rôle économique moteur aux autorités régionales. C'est un choix politique. Cette réforme territoriale n'est pas encore complètement mise en œuvre, mais restons-nous vigilants à l'arrêt sur la suite des événements. Mesdames et messieurs, nous apportons en revanche notre soutien aux collectivités hongroises, notamment auprès des institutions communautaires, pour qu'elles puissent peser davantage dans la définition de leur stratégie économique en ayant un rôle clé dans la gestion des fonds structurels. Nous considérons donc qu'il est nécessaire que les politiques économiques régionales menées par l'Hongrie se fassent dans le respect des directives européennes, mais rappelons aussi que nous nous opposons fermement à toute conditionnalité macroéconomique. L'accès des régions aux fonds structurels ne sera en effet être relatif à les politiques budgétaires nationales sur lesquelles elles n'ont pas prise. Le remède serait sans doute pire que le mal. Mesdames et messieurs, l'évolution de la régionalisation en Europe ne s'arrête pas néanmoins aux frontières de l'Union européenne. C'est aussi la force de l'arrêt que se compter des régions membres dont les États ne font pas partie de l'Union. Ces régions trouvent auprès de l'arrêt les outils et un soutien pour accéder en particulier au fonds de la politique de voisinage. Dans le cadre du partenariat oriental, force est de constater que les régions occupent une place décisive dans le développement économique. Je pense tout particulièrement
particulièrement à l'Ukraine, où la présidente Saban s'est rendue le mois dernier à l'occasion du 24e anniversaire de l'Oblast de Kiev. Mesdames et Messieurs, les régions sont dans ce cadre un moteur de développement. Elles voient aussi émerger un contexte où elles s'imposent davantage une nouvelle génération de décideurs politiques désireux de peser comme acteurs dans le jeu économique. Je vous remercie. Vielen Dank, Herr Vizepräsident von der Versammlung der Regionen, für Ihre interessanten Ausführungen. Ich darf nun um seine einführenden Worte Herrn Ministerpräsidenten Karl-Heinz Lamberts von der Deutschen Gemeinschaft in Belgien bitten. Herr Lamberts ist ja ein hoch erfahrener Regionalpolitiker, nicht nur Mitglied des Ausschusses der Regionen, sondern dort Fraktionsführer der Sozialdemokraten. Er ist auch Präsident des Governance-Ausschusses hier im Kongress. Und Karl-Heinz Lamberts kennt natürlich die besonderen Probleme, die mit der Regionalisierung und der speziellen Regionalisierung Belgiens zusammenhängen, mit den 3 Regionen und den 3 Sprachgemeinschaften. Und er ist außerdem einer der Troubleshooters in der belgischen Innenpolitik. Dann, wenn nichts mehr weitergeht, ruft man nach dem Präsidenten der kleinsten regionalen Gemeinschaft, um die Probleme zu lösen. Lieber Karl-Heinz, ich darf dir das Wort erteilen. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist immer ein schönes Gefühl, als einer der Kleinen auch mal in der Runde der Großen mitdiskutieren zu dürfen. Und für mich persönlich ist es immer ein ganz besonders schönes Gefühl, hier in Straßburg mit der Gemeinschaft der europäischen, lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu sitzen. Une remarque préalable. Le niveau régional en Europe est caractérisé par 2 constantes, par une diversité extraordinaire et par une importance qui grandit année par année. La diversité cache parfois cette augmentation d'importance, mais si vous comparez l'Europe du Conseil de l'Europe avec ses 47 États aujourd'hui à la situation du niveau régional dans ces États il y a 25 ou 30 ans, vous allez vous rendre compte immédiatement d'un accroissement d'importance considérable de ce niveau. Cela met en exergue alors le défi de la gouvernance à multiniveau, et ça nous pose aussi ici à Strasbourg et ailleurs la question parfois très difficile, où est exactement la frontière entre le niveau régional et le niveau local? Je ne sais pas si le cas belge peut apporter un éclaircissement à toutes ces questions très importantes. En tout cas, le cas belge est bien connu maintenant depuis que la Belgique a connu une crise gouvernementale digne de tous les records du monde, parce qu'il nous a fallu dans notre pays plus de 500 jours pour former un gouvernement. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de gouvernement. Tout au contraire, le gouvernement d'affaires courantes a bien travaillé. Il a réglé des détails comme la présidence de l'Union européenne pendant 6 mois d'une façon satisfaisante. Il a décidé de l'intervention de la Belgique à côté des autres États de l'OTAN en Libye. On a fait une réforme du droit d'asile pendant ce temps-là et encore bien d'autres choses. Pourquoi c'est possible en Belgique de gouverner sans un gouvernement fédéral en plein pouvoir? C'est très simple, parce qu'en Belgique, le centre du pouvoir n'est pas au niveau de l'État fédéral, mais au niveau des entités fédérées. Les entités fédérées en Belgique se tiennent en quelque sorte un gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, il n'y a que des partis régionaux. Et si on n'a pas compris ça, il est impossible de comprendre la Belgique. Et je vous ai déjà fait passer le principal message de ce matin. C'est donc l'équilibre entre les régions en Belgique qui fait finalement la Belgique toute courte.
Et ce sont ces régions, ces entités fédérées, qui sont le vrai pouvoir dans notre pays. Et il y a pacification quand il y a un équilibre qui correspond au désir de tout le monde, et il y a conflit quand cet équilibre n'est pas là. Le fédéralisme belge est aussi vieux que la Belgique. La Belgique est d'ailleurs le résultat d'une sécession. En 1830, la Belgique a fait sécession par rapport aux Pays-Bas. Ça ne veut pas dire que la sécession est la meilleure façon de régler les problèmes, mais c'est l'histoire. Et depuis ce moment-là, déjà, il y a les conflits entre les Flamands et les francophones en Belgique. Et c'est dans les années 70, ou 70, comme on dit ici en France, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a commencé à régler les problèmes entre les entités belges, les différentes ethnies de la Belgique, par la transformation de la Belgique en État fédéral. C'est un cas assez unique et c'est toujours, et j'en suis fondamentalement convaincu, ça le restera aussi, c'est toujours une success story. On a introduit le fédéralisme en Belgique non pas pour organiser une quelconque coopération, mais pour éviter les frictions et pour rendre tout le monde plus responsable. C'est pour cela que le modèle fédéral belge est un modèle qu'on peut qualifier de dissociatif. Et dans ce modèle, il y a beaucoup d'éléments confédéraux. La Belgique reste un État fédéral et ce n'est pas un État confédéral, mais il y a des éléments confédéraux dans la structure belge. D'ailleurs, confédéral ou fédéral, c'est une histoire de convention sémantique. Le modèle même de l'État fédéral européen, la Suisse, s'appelle en allemand Schweizer Eidgenossenschaft et en français Confédération suisse, alors qu'elle n'est pas une confédération, mais bien un État fédéral. Et dans la Belgique, depuis 1970, on a essayé en 5 étapes, en 70, en 80, en 88, en 93 et en 2001, de régler ces problèmes en changeant chaque fois la structure de l'État. Et la dernière réforme datait de 2001. Et à ce moment déjà là, il n'y avait plus vraiment un consensus parce que la Flandre voulait plus d'autonomie et de responsabilité pour les entités fédérées et les francophones étaient plus réticents. Alors il a fallu 10 ans avant de revenir à un accord pour une 6e étape. Et cet accord a été un peu forcé parce que la Belgique est basée aussi sur un principe de consensualité. On ne peut pas changer la structure de l'État fédéral belge sans l'accord de la majorité des francophones et des flamands. Donc celui qui ne veut pas changer est toujours dans la position la plus confortable, même s'il est dans le rapport de force effectif le plus faible, ce qui est un peu le cas actuellement. Jadis, les francophones étaient très forts et les flamands plus faibles, mais depuis tout un temps déjà, le rapport en termes de personnes, de nombre et de pouvoir économique a fondamentalement changé. Et alors les Flamands ont dit, en 2007 déjà et en 2010 définitivement, nous n'acceptons plus de former un gouvernement fédéral s'il n'y a pas préalablement une réforme de l'État et du système fédéral. C'est évidemment une gageure de combiner la formation d'un gouvernement avec une réforme institutionnelle aussi importante. Et ça a pris du temps. Ça a pris le temps que vous savez, mais le 11 octobre 2011, il y a eu un accord très important qui définit les éléments de la 6e réforme de l'État fédéral belge et qui doit maintenant être implémenté dans les mois et années à venir. Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur de cette réforme, je vais parler chiffres. Le budget annuel de la Belgique tourne autour de 180 millions d'euros. Milliards d'euros, pardon, il ne faut pas se tromper de millions et de milliards. 180 milliards d'euros. Un petit pays de 10 millions d'habitants. Donc il faut toujours voir le rapport en termes de dimension. Jusqu'à présent, 40 milliards étaient gérés par les entités fédérées. La réforme qu'on introduit maintenant va ajouter à ces 40 milliards des compétences qui sont évaluées à un volume de 17 milliards.
Donc les entités fédérées tout ensemble vont voir accroître leur importance de 40 à 57 milliards, ce qui est évidemment très très important. Alors la réforme, c'est quoi? C'est un accroissement substantiel de l'autonomie des entités fédérées parce qu'elles vont encore avoir beaucoup de nouvelles matières dans leurs responsabilités qui étaient jusqu'à présent gérées par l'État fédéral. Ces matières concernent des questions sociales, des questions économiques, le marché de l'emploi, pour prendre quelques grands chapitres. Mais ce qui va changer aussi, c'est le système de financement des entités fédérées, parce que vous savez tous qu'avec l'argent, l'amitié s'arrête définitivement. Là, on fait des comptes. La Belgique avait un certain système de financement où l'impôt était principalement perçu par l'État fédéral et puis redistribué à concurrence de 40 millions aux entités fédérées. Elles avaient déjà une petite autonomie fiscale. Celle-ci va être considérablement augmentée maintenant. Et en plus, les mécanismes de solidarité entre la région et les régions les plus riches et les plus pauvres vont être changés fondamentalement aussi et conduiront à un système de transition où cette solidarité va diminuer progressivement pendant 10 ans pour mettre tout le monde devant ses responsabilités. Ça, c'est en quelques mots la réforme qui est envisagée. Elle est évidemment beaucoup plus complexe dans les détails, mais je vois avec une cruauté extraordinaire le temps se passer. Les quelques secondes qui me restent pour remplir mes 10 minutes, je voudrais les consacrer simplement à un pronostic. Est-ce que la Belgique existera encore dans 20 ans? Je ne le sais pas, mais je suis intimement convaincu que ce sera le cas. Est-ce que la Belgique va réussir cette expérience de se transformer d'un État unitaire décentralisé vers un État fédéral? Là, j'en suis convaincu aussi. J'ai eu dans ma vie l'extraordinaire chance d'avoir pu assister d'une manière assez active à des moments multiples à ce processus. J'ai commencé à entrer en politique en 1970, j'avais 18 ans à l'époque, donc vous voyez que j'ai un peu vieilli depuis lors. Mais j'ai pu accompagner ce processus et c'est vraiment quelque chose de passionnant de voir in concreto comment une nation se transforme en État fédéral pour régler des conflits entre ces entités, mais elle l'a fait toujours paisiblement, sans recours aux armes et avec la recherche d'un compromis qui a fait que la Belgique est devenue le champion du compromis. Alors, pendant les dernières secondes, je vais vous définir ce que c'est un compromis belge. D'abord, pour le négocier, il faut beaucoup d'émotions, il faut avoir un grand débat, il faut avoir des points de vue qui sont incompatibles, et puis c'est un peu une réconciliation avec beaucoup d'émotions. Alors le résultat de cette réconciliation est toujours très compliqué. Personne ne comprend vraiment, comme ça personne ne peut dire que l'autre a gagné complètement. Et alors il y a le vrai élément de succès, ça marche quand même. Je vous remercie beaucoup. Lieber Karl-Heinz, herzlichen Dank für die Sicht aus Belgien. Wir können immer aus den verschiedenen Berichten sehr viel mitnehmen. Wir kommen zum nächsten Redner. Der nächste Redner ist kein Politiker, er ist Wissenschaftler. Es ist Professor Bley von der Faculty of Administration and European Studies von Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens. Wir wissen ja, Slowenien ist ein sehr kleines Land, ist Mitglied der Europäischen Union auch, aber Slowenien ist immer bedeutend, auch in den Beiträgen. Zurzeit ist die zweitgrößte Stadt Sloweniens, nämlich Maribor, Kulturhauptstadt Europas mit sehr viel Erfolg und sehr viel internationaler Aufmerksamkeit. Darüber hinaus wissen wir, dass gerade auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, auch hier ist Karl-Heinz Lamberts führend tätig, aber auch andere Länder, wie zum Beispiel Slowenien, im Rahmen der Alpenkonvention. Das ist ein Vertrag zwischen 8 Mitgliedsländern, davon 3 aus dem Europarat, nämlich Schweiz, Liechtenstein und Monaco, und 5 aus der Europäischen Union. Deutschland, Italien, Frankreich,
Österreich. Und diese Zusammenarbeit, dieser Vertrag wurde ja ratifiziert durch die Europäische Union und ist eigentlich auch ein Teil einer zukünftigen Makroregion, wo hier also auch sehr viel grenzüberschreitend gearbeitet wird. Aber wir interessieren uns auch natürlich hinsichtlich der Bestrebungen Sloweniens für eine Regionalisierung. Es hat hier schon mehrere Anläufe gegeben und den derzeitigen Entwicklungsstand und Diskussionsstand werden wir erfreulicherweise von Herrn Professor Bley hören. Ich erteile Ihnen das Wort. Bitte sprechen Sie vom Podium. Yes, please take the floor from the rostrum. Wir sind natürlich, wir Österreicher sind in einem starken Wettbewerb, nicht nur in dem Alpenraum gemeinsam, sondern auch im Skiwettbewerb. Denn die Slowenen sind ja dabei, uns bei den Skispringern und den Alpinläufern zu übertreffen. Herr Professor, alles Gute. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, I was thinking how to begin with my speech. And so I shall tell first conclusions, because the situation of local self-government system in Slovenia is not very good. Unfortunately, the new coalition contract cancelled the establishment of regions. This document also treated municipalities from the centralistic point of view. The establishment of the regions is postponed. Pessimistic variant is that the regions couldn't be established in the current mandate 2012 to 2015. I must say that the regions as an obligatory second level of Slovenian local self-government system will be of major importance for decentralization of Slovenia and consequently for the realization of the principle of subsidiarity as the fundamental principle of arrangement between relations between the state and subnational levels. I must say that Slovenia now is one of the most centralistic countries in Europe. The Republic of Slovenia doesn't have any elaborated strategy and doctrine model of the local and regional self-government system, which Slovenia wants to realize in practice. Local self-government is, as I said, under strong auspices of state in terms of content and finance. One of the reasons for the crisis in Slovene local self-government is the large number of inefficient municipalities. We have them 211, which strengthens the centralism in the state. That is why we have to determine the point at which the local communities would be economically able to ensure the management of complicated public services. This is undoubtedly one of the basic challenges for the future development of local self-government in Slovenia. We had two monitoring from the Congress, one in 2001 and the second one was in 2010. I can agree with the report and also recommendations, but I can say that as an, independent expert, I don't see so nice view of Slovenian local self-government. There is a crisis in Slovenian local self-government system. And I think that we must be more critical if we want to change the situation.
When we discuss about the local self-government system in Slovenia, we must concerning actual problems of regionalization process in Slovenia. We have to take into account the whole system of local self-government. The reform of local self-government in Slovenia began with the adoption of the constitution of a new and independent country which guarantees local self-government in the Republic of Slovenia. Local self-government system has been enforced since January 1995, more than 20 years. We can say that critical review shows us that this system doesn't function. The basic self-governing local communities are the municipalities. They are established and their territory is determined by statute. Municipalities may set up communities or join together to regulate and perform functions of common interest as established by law. They also can be divided into smaller local communities, like local village or quarter communities. Within 211, there are 11 urban municipalities which have the same legal status as others. There are big problems with the municipalities. I prepared also the written information about them, short and longer version. Of course, like in other countries in Europe, the municipality is to take care of municipal affairs within the framework of the law, which includes primary education, social welfare, health, and so on. The Slovene constitution requires the right of local communities to sufficient financial sources of their own. We cannot be satisfied with this. In financial way, Slovenian municipalities are under the strong control of the state. Now to regions. The adopted in 2006 constitutional amendments in the era of local self-government will enable Slovenia to get a two-level self-government. It's wrong in the second report of the monitoring report that we have one-tier local self-government. We have constitutionally two-tier local self-government, but regions are still not established. We, with these amendments, solve a very big problem about this question. Are regions voluntary association of municipalities, or the state is that authority which establish? And now we solve this problem. The fundamental goal of the establishment of regions in Slovenia is efficient management, good governance, with the aim to ensure quality services for the local and regional population. We know that constitutional amendments will not yet lead to the optimally established and functional regions. The constitutional provisions, which are good in expert way, are the foundation for the formulation of acts which will enable decentralization of state functions and delegation of considerable part of public matters from state to regional level. However, we must say that now, in this time, with the change of the government, there is no great, interest for local self-government. As I said at the beginning, in the contract, which is very fundamental for new government, there is no word about regions, about municipalities. They speak only from the centralistic point of view.
Thank you very much. Sehr geehrter Herr Professor Bley, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Sie haben nun bereits unterschiedliche Sichtweisen und Organisationen erlebt. Einmal Belgien, ein föderaler Staat mit Tendenzen zur Konföderation, auch mit Tendenzen zur Staatsspaltung. Auf der anderen Seite Slowenien, vorgetragen von einem Wissenschaftler, wodurch wir sehen, wie wichtig eine wissenschaftliche Begleitung und Beobachtung der politischen Prozesse ist. Denn die Wissenschaft ist einerseits bringt Expertenwissen ein in die Politik und andererseits die notwendige Distanz zur Beurteilung von bestimmten Vorgängen. Es ist tatsächlich nicht erfreulich, dass hier Slowenien einen Rückschritt in der Regionalisierungsdebatte gemacht hat, wobei wir wissen, dass wir die Fragen der Regionalisierung einmal vom Blickpunkt der lokalen Selbstverwaltung sehen können, der Charta der lokalen Selbstverwaltung, andererseits aber insbesondere in Regionen mit Gesetzgebungsbefugnis auch als einen Ausfluss des Rahmenwerkes für regionale Demokratieentwicklung. Und in diesem Spannungsfeld wird sich die weitere Entwicklung abspielen, wobei, wie ich gesagt habe, auch die Frage der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine große regionale Komponente hat und aus diesem Grund auch, wie wir später sehen werden, auch in der russisch-ukrainischen grenzüberschreitenden regionalen Zusammenarbeit hier ein wichtiger Aspekt angesprochen wird. Herr Professor Bley ist ja Mitglied der unabhängigen Experten für unsere Charta der lokalen Selbstverwaltung. Er hat, wie Sie gesehen haben, viel Erfahrung und hat früher auch die slowenische Regierung in diesen Fragen beraten. Wir kommen nunmehr zur nächsten Rednerin. Es ist Frau Svetlana Orlova. Ich habe sie Ihnen schon vorgestellt als Vizepräsidentin des Kongresses, als Vizepräsidentin der Kammer der Regionen, als Vizepräsidentin des Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation. Mrs. Orlova, ich erteile Ihnen das Wort. Уважаемый господин Ван Ста, спасибо большое. Вы так много сказали. Я думаю, что мне можно выступить очень кратко. Уважаемые коллеги, конечно, проблема регионализации, она не сегодня, не сейчас возникла, и мы, как Палата регионов, очень много эти вопросы рассматривали их очень активно. В каждой стране они идут по-своему. Если говорить о последнем ораторе, я бы сказала, что поселенческий уровень Словении таков, что многим нам можно учиться в Словении, так как сегодня живут поселения. Конечно, на региональном уровне действительно там, может быть, и есть проблемы, но я бы хотела сказать несколько слов о России, что мы делаем. Мы одна из больших стран в Европе. Как самая большая страна, мы сегодня пытаемся искать хорошие формы, новые формы работы. И хотелось бы несколько слов сказать, что одним из важнейших событий марта в России стали выборы президента. Вы знаете, это была конкурентная борьба открытая, легитимная, честная и бескомпромиссная, и в том числе международные наблюдатели ПАСЕ это отметили. 65 миллионов россиян приняли участие, 45 миллионов проголосовали за Владимира Владимировича Путина. И мы считаем, что эти выборы и следующий этап политических реформ, которые идут в России, они очень интересны будут для вас, я сейчас расскажу. Потому что президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев внес несколько законопроектов по либерализации. То, что касается, первый законопроект – это политические партии. Вы знаете, это упрощенная процедура регистрации, 500 человек. Естественно, на региональном уровне будет большая конкуренция. У нас очень много сегодня
есть желающих, которые хотят создать партии, которые хотят участвовать как на региональных выборах, так и муниципальных. И сегодня этот порядок практически упрощается. Значит, практически освобождается партия от сбора подписей избирателей на выборах депутатов в Государственную Думу, в органы государственной власти субъектов Федерации, в органы местного самоуправления. Снижается минимальный процент голосов избирателей, необходимый для допуска к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе. Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых любой политической партией и ее региональным отделением, будет осуществляться без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата. Мы считаем, это очень хороший посыл. Дума принимает этот законопроект в пятницу, 28 марта. Его будет принимать Верхняя Палата, Совет Федерации. Мы считаем это серьезным посылом на политическую либерализацию. Следующий закон – это выборности губернаторов. Я думаю, коллеги помнят, 5 лет назад мы в этом зале спорили, говорили, у нас был особый порядок назначения губернаторов. Они представлялись президентом, ведущей политической партии, было несколько кандидатур, потом было голосование на законодательном уровне, где присутствовали все депутаты любого региона. В каждой стране по-разному. Ламберс говорил об одном, в Женеве там кантоны. Поэтому каждая страна двигается и ищет пути решения. Нам казалось, этот путь был оптимальный. Сейчас наше общество, гражданское общество, считает, что нужна выборность. Да, будет сегодня представлен законопроект, он говорит о выборности губернаторов всем населением России на 5 лет. Помимо этого предлагается установить, что основанием для утраты доверия президента к губернатору является выявление в отношении высшего должностного лица субъекта фактов коррупции или неурегулированных конфликтов. Кстати, по коррупции хочу сказать, что мы тоже серьезно продвинулись. У нас принят блок законопроектов, все заполняют сегодня декларации. Как были декларации о доходах, теперь будут декларации о расходах. Мы работаем с группой ГРЕКО, работаем в этом режиме. И тот блок законопроектов, который сегодня принят, тоже обсуждается серьезно гражданским обществом. И вообще сейчас ни один законопроект мы не принимаем, пока мы его не обсудим с гражданским обществом. Такое решение, если вы набрали 100 тысяч подписей в интернете или в социальных сетях, вы можете вносить поправку, потому что мы информационно двигаемся, никуда нам не деться. И даже в этом зале мы наконец-то 5 лет за то, что мы боролись, мы теперь голосуем электронно, то, что состоялось вчера, историческое событие. Считаем законопроект о выборности губернаторов тоже либерализацией и думаем, что выборность, которая пройдет в России, это, конечно, повлияет на регионализацию, потому что выборный губернатор, естественно, будет отвечать перед всем населением. Помимо этого, мы, как Палата регионов, Совет Федерации внесли законопроект о выборности сенаторов. У нас сенаторы по Конституции назначаются, но у нас есть часть сенаторов от губернаторов, часть сенаторов от законодательных органов власти. И вот у нас потеряли полномочия 2 моих коллеги, Киричук и Салтыков, потому что они были от губернаторов, которые были представлены президентом и утверждены законодательными органами. Теперь этой проблемы у нас не будет, потому что губернаторы будут избираться. И мы предлагаем такой сейчас законопроект, Валентина Ивановна Матвиенко, наш председатель Совета Федерации, что с губернатором будут избираться 3 кандидатуры в сенатора. А кого уже население выберет, тогда и избранный губернатор, и избранный сенатор от исполнительной власти, а второй сенатор от законодательного органа. Вот я представляю Кемеровский законодательный орган, я буду избираться со своими коллегами-депутатами. Если они доверят, значит, они могут и дальше предложить мне исполнять эти обязанности. Поэтому мы считаем, что вот эти 3 законопроекта очень либеральные, они сегодня активно обсуждаются. Активность в России, сегодня очень много партий, думаем, что будет зарегистрировано. Но мы уже это проходили, честно вам скажу, в 2000 году. Здесь сидит мой коллега Александр
губернатор Курской области, у нас было очень много партий, с 95 по 99, каких только партий не было, каких названий не было, а потом политическая жизнь сложилась так, что вот 4 ведущие партии и где-то до 7 партий. Ну, видимо, сейчас население хочет, чтобы было больше, ну, думаю, точки роста, они всегда активны, и поэтому считаю, что Россия в этом ключе сделала очень серьезный шаг в целом по либерализации и по демократизации. И в целом считаю, что то, что мы сегодня обсуждаем в Конгрессе, очень многие опыт и многие страны воспринимают и берут. Но вместе с тем нельзя забывать главного принципа, то, о чем сказал Ван Ста, это принцип субсидиарности. Если мы даем полномочия, они должны быть финансово обеспечены на региональном, местном и муниципальном уровне. Но это следующий этап развития в России. Мы сейчас ведем серьезную дискуссию по разграничению полномочий. Хотим отдать еще несколько твердых источников муниципалитетам и поселенческому уровню и часть полномочий с национального уровня отдать на региональные, потому что мы спокойно, ровно выходим из финансового кризиса, у нас есть серьезные точки роста, мы практически не уменьшили ни одну социальную программу, кстати, ратифицируем конвенцию сейчас по инвалидам, следом то, что касается защиты детей от сексуальных посягательств. Поэтому мы хотим все-таки отдать ряд полномочий на региональный и муниципальный уровень. И таким образом мы укрепим наш уровень региональный и муниципальный и, конечно, обязательно с финансовыми источниками, которые действительно позволят им выполнять и делать жизнь наших граждан, не только России, в целом большой Европы, о которой мы с вами говорили. И вчера презентовался новый еврорегион Ярослава. Это очень здорово, интересно, Россия и Украина. И я думаю, что таких еврорегионов будет больше, потому что мы открыты для диалога. Спасибо. Frau Orlova, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch für das Engagement, mit der sich die russische Delegation in den Kongress einbringt, insbesondere auch durch das Engagement von Frau Orlova. Ich selbst verfolge die russische Entwicklung seit vielen, vielen Jahren mit großem Interesse und entgegen mancher Berichterstattungen, insbesondere in westeuropäischen Medien, kann ich Ihnen von eigener Anschauung berichten, dass Russland in der regionalen und lokalen Demokratisierung unglaubliche Fortschritte gemacht hat. Wir haben erfreulicherweise feststellen können, dass nunmehr die Gouverneure gewählt werden können in den neuen Gesetzesvorschlag des Präsidenten Medvedev, des früheren Präsidenten Medvedev, jetzt sicherlich fortgeführt vom jetzigen Präsidenten Putin. Ich darf Ihnen ja auch sagen, dass der Staatspräsident Russlands ja von der regionalen und lokalen Ebene kommt. Er war ja Vizebürgermeister von Petersburg unter Herrn Bürgermeister Sobchak, der auch hier war, gemeinsam auch mit Putin. Wir haben erlebt, dass es Personen gab, die sich vehement für die Regionalisierung eingesetzt haben, wie der jetzige erste stellvertretende Ministerpräsident Kozak, der ebenfalls hier war, der ja Regionenminister war, bevor er stellvertretender Ministerpräsident wurde. Wir kennen auch Herrn Sergei Sobjanin, den jetzigen Bürgermeister von Moskau, der vorher Gouverneur von Tumen war, dann in der Administration des Präsidenten Putin Chef der Administration, dann stellvertretender Ministerpräsident und jetzt Bürgermeister und Gouverneur von Moskau. Das sind doch Persönlichkeiten, die die regionale und lokale Ebene sehr gut kennen und auch mit der unmittelbaren Erfahrung, die Frau Orlova immer wieder auch in die russische Zentraladministration einbringt, haben wir doch immer feststellen können, dass das Bewusstsein einer Förderung der regionalen und lokalen Demokratie vorhanden ist.
wenngleich wir sehen müssen, dass natürlich von der historischen Tradition her Russland einen weiten Weg zurückzulegen hat und auch die Größe des Landes gewisse Probleme mit sich bringt, wobei Russland nicht nur das größte Land Europas, sondern das weitaus größte Land ist, auch wenn mittlerweile eine Verkleinerung insofern eingetreten ist, als die Zeitzonen verringert wurden. Sehr geehrte Damen und Herren, es war also unglaublich interessant, die Ausführungen von Frau Orlova zu hören. Und nun kommen wir zu einem Bereich, der völlig anders gelagert ist. Wir bemühen uns ja um den Nord-Süd-Dialog, um die Frage des Verhältnisses der Mittelmeerstaaten zu Europa, insbesondere von Nordafrika. Wir haben ja erlebt, die einen sagen den arabischen Frühling, die anderen sprechen von Bürgerkrieg in manchen Staaten Nordafrikas, wie wir ihn erlebt haben in Libyen. Es ist also jetzt wiederum die besonders schwierige Situation in Syrien, die Demonstrationen in Ägypten, in Tunis, das sind alles natürlich auch zutiefst Europa berührende Fragen. Und ich freue mich, dass es uns gelungen ist, den Herrn Abdelkebir, den Parlamentarier aus Marokko und früheren Präsidenten der Rabat-Region, hier zu haben. Herr Abdelkebir Berkia, ich erteile Ihnen das Wort. Bitte. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure d'une intervention de première main et surtout d'un pays hors Europe. Je vous demande de m'accorder un peu plus de temps pour équilibrer le temps d'intervention avec 3 pays européens, ne serait-ce que dans le cadre de l'égalité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs pour l'invitation qui m'a été adressée pour faire une communication sur le thème de l'expérience de la régionalisation au Maroc. Si vous le permettez, je voudrais commencer par souligner le fait que le mouvement de décentralisation est aujourd'hui un mouvement continu qui se constate dans le monde entier. Naturellement, le degré de décentralisation est différent d'un pays à l'autre. Rien n'est en effet plus vrai que cette assertion d'Alexis de Tocqueville qui disait « La démocratie locale et la démocratie politique, ce que les écoles primaires sont à la science ». Dans ce contexte, le Maroc, pays alliant authenticité et modernité, se fixe pour objectif la promotion de la décentralisation et le renforcement du rôle des collectivités locales dans l'amélioration du cadre de vie des populations. À ce titre, le Maroc a connu, à travers son histoire, une tradition de gestion de tous les aspects de la vie collective par la tribu. La décentralisation effective est l'œuvre du Maroc indépendant qui a entrepris à partir de 1956 l'édification d'un État moderne, la mise en place des infrastructures, le lancement des grands projets de développement et l'ouverture du grand chantier de réforme institutionnelle. L'option pour le pluralisme politique, le choix du libéralisme économique, la réforme judiciaire et l'édification progressive de l'appareil décentralisé et déconcentré. Le processus de décentralisation au Maroc reste cependant marqué par la notion de progressivité. Cela veut dire que le processus est de longue durée et repose sur une méthode expérimentale qui permet d'éviter l'aventurisme en adaptant progressivement des textes à l'évolution du cadre humain, politique, social, économique et culturel du pays. Cette progressivité concerne, premièrement, le renforcement des attributions des collectivités locales, en plus le renforcement de leurs moyens humains et leur autonomie financière.
De même, à l'allègement de la tutelle à la faveur du contrôle juridictionnel a posteriori. Cette progressivité s'illustre aussi dans le temps à travers les catégories des collectivités locales créées. 1960, première charte communale. 1963, première charte des préfectorales et provinciales. 1971, loi portant création de 7 régions économiques, simple assemblée consultative. 1976, deuxième charte communale, érigeant notamment le président du conseil communal en ordonnateur du budget. 1992, création de la région en tant que collectivité locale par la Constitution de 1992, reprise par la Constitution de 1996. 1997, un daïr portant promulgation de la loi relative à l'organisation de la région. En 2002, troisième charte communale reconnaissant de larges attributions aux communes et consacrant leurs compétences en matière de coopération décentralisée internationale. 2002 de même, nouvelle charte préfectorale et provinciale reconnaissant de larges attributions aux préfectures et provinces et consacrant également leurs compétences pour nouer des liens de coopération décentralisée internationale. En 2008, nouvel amendement à la charte communale de 2002. Sur le plan institutionnel, le Maroc a opté pour une politique territoriale diversifiée, donnant naissance à un édifice décentralisé à 3 strates dont l'existence est garantie par la Constitution. La commune est l'entité de base de l'administration territoriale. Le royaume compte 1547 communes, 249 urbaines et 1298 rurales. Les membres du conseil communal sont élus pour 6 ans au suffrage universel, direct au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour. Le Conseil dispose d'une compétence générale pour régler toutes les questions d'intérêt communal. La préfecture et la province, un strate supérieur, se situent au niveau intermédiaire équivalent au département français. Le Royaume compte 26 préfectures et 45 provinces. La région se situe au sommet de la pyramide des collectivités locales du Royaume. Elle est la dernière née de ces collectivités. En effet, après avoir égrangé les fruits de la décentralisation communale, préfectorale et provinciale, le Maroc a opté pour la région comme cadre approprié à même de parfaire l'édifice institutionnel du Royaume. Après l'expérience des 7 régions économiques créées par la loi de 1971, où la région n'était qu'une simple assemblée consultative en matière de planification économique et d'aménagement de l'espace, dépourvue de la personnalité morale et de l'autonomie financière, la région a été revitalisée par le discours du 24 octobre 1984 par Feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, dans lequel il a exprimé son vœu de doter le Maroc du XXIe siècle des structures régionales avec des compétences législatives, financières et administratives. À la suite de 2 révisions constitutionnelles de 1992 et de 1996, la région qui a longtemps souffert d'un déficit d'identité sera promue en collectivité locale, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Pour relever les défis du développement, la loi promulguée en 1997 a confié de larges compétences aux régions propres transférées par l'État et consultatives, les prédisposant à promouvoir le développement économique, social, culturel et environnemental, le cas échéant en partenariat avec l'État et les autres collectivités territoriales. Ce développement territorial doit, selon le législateur marocain, s'articuler sûrement les schémas régionaux d'aménagement du territoire, véritable feuille de route de la planification à long terme du développement. 16 régions ont été créées en 1997 dans le Royaume. Les conseils régionaux sont élus pour 6 ans, au suffrage indirect à partir de 3 collèges de base représentant les communes, les préfectures et provinces du ressort territorial de la région, les chambres professionnelles et les organisations représentant les salariés. Parallèlement, les parlementaires élus de chaque région siégeant à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers, ainsi que les présidents des conseils préfectoraux et provinciaux, sont membres du conseil régional en vertu de la loi à titre consultatif seulement.
À la différence de la commune et de la préfecture aux provinces, la région est moins une collectivité d'administration du territoire qu'une institution de planification, d'études, de promotion économique et d'aménagement du territoire. La région est ainsi entendue comme étant un espace de débat, de concertation, de planification de proximité dans un cadre partenarial entre le Conseil régional, l'État et ses représentants à l'échelle de la région, les différentes collectivités, les chambres professionnelles, les universités et les associations. En outre, la création de la région permet de mettre au service de la régionalisation les potentialités que recèle la déconcentration. Ce qui est sûr, c'est que la régionalisation, initiée depuis 1997 au Maroc, constitue une première étape d'un processus perfectible, donc de longue haleine. En effet, beaucoup de travail reste à faire pour atteindre l'autonomie administrative et financière réelle. Il convient à ce sujet de souligner que le Royaume du Maroc est décidé à passer à un système évolué de régionalisation prenant en considération les spécificités marocaines. Ce sont là les préoccupations du projet de la régionalisation avancée au Maroc, qui constitue un chantier de règne et de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et autour duquel existe un véritable consensus national. Il s'agit d'un projet de régionalisation maroco-marocain devant prendre en considération les fondamentaux du royaume et en particulier l'attachement aux sacralités et aux constantes de la nation, notamment l'unité de l'État et du territoire dont le souverain est le garant et le protecteur. Ce modèle de régionalisation sera inspiré des spécificités marocaines et des législations avancées en la matière. Il concernera toutes les régions du Maroc, avec à leur tête les régions du Sahara du Sud marocain. À ce sujet, il s'agit pour le Maroc, mû par sa volonté nationale souveraine, de réaffirmer son attachement au processus onusien, visant à trouver une solution pacifique et politique réaliste au conflit artificiel suscités autour des provinces du Sahara marocain, lesquelles, grâce aux efforts inlassables déployés par l'État à l'heure actuelle, sont devenues un espace de prospérité en termes d'infrastructures et de projets de développement. Ce modèle de régionalisation reposera sur les principes d'unité, d'équilibre, de solidarité entre les régions. Une commission consultative pour la régionalisation a été mise en place à cet effet par Sa Majesté le Roi en 2011. Elle a rendu ses conclusions aux souverains relatives au projet de régionalisation avancé, à la lumière du droit comparé, des spécificités locales et des concertations avec les acteurs politiques, économiques, sociaux et associatifs, ainsi qu'avec votre honorable institution, comme vous l'avez signalé, Monsieur le Président. Il faut d'ailleurs souligner que les principes cardinaux de ce projet ont été affirmés dans la Constitution du 1er juillet 2011, dans l'attente de la nouvelle loi sur la régionalisation avancée. Parmi ces principes, l'innovation de l'élection du Conseil des régions au suffrage universel direct, l'autre innovation consistant à promouvoir le président du Conseil régional en autorité exécutive des décisions du Conseil, la mise en place par les conseils régionaux de mécanismes participatifs de dialogue et de concertation favorisant l'implication des citoyennes et des citoyens et des associations dans l'élaboration et le suivi des programmes et de développement. La consécration de la prééminence du rôle de la région par rapport aux autres collectivités dans le respect des compétences de ces dernières. L'attribution des walis et gouverneurs en tant qu'assistants des présidents des conseils régionaux. La création d'un fonds de mise à niveau social destiné à la résorption des déficits en matière de développement humain, d'infrastructures et d'équipements. La création en outre d'un fonds de solidarité interrégionale visant à une répartition équitable des ressources en vue de réduire les disparités entre les régions et la consécration des principes qui gouvernent l'organisation territoriale du Royaume, à savoir la libre administration, la coopération et la solidarité. Il est en définitive, et je m'excuse, Monsieur le Président, je vous ai demandé un peu plus de temps. Il faut en définitive reconnaître... No, it's not possible, because we have no bilateral conference. We have for each, der hier spricht, haben wir 10 Minuten vorgesehen. Um 12 Uhr hören die Dolmetscher auf. Und wir haben noch 2 Punkte auf der Tagesordnung und eine allgemeine Diskussion. Ich habe Sie bereits 2 Minuten länger sprechen lassen. Bitte kommen Sie zum Ende. D'accord, monsieur, je conclus. Il est indéniable que le renforcement des acquis des régions marocaines en matière de coopération décentralisée
notamment avec les régions européennes, héritières de longues et riches expériences en la matière en termes de transfert d'expertise, d'échange de bonnes pratiques et de montage de projets de co-développement, sera un levier pertinent de consolidation de l'expérience marocaine de décentralisation. C'est là, à mon avis, la continuité logique du statut de partenariat avancé et accordé par l'Union européenne en 2008, un partenariat privilégié sur les questions de la vie régionale, continentale et internationale ou sur les questions économiques, culturelles et environnementales, la lutte contre le terrorisme, contre l'immigration clandestine dans l'espace euro-méditerranéen et africain. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Kollege, please, maybe you can listen. Ich werde versuchen, dass wir einmal eine marokkanische Europaratsdiskussion führen. Dann können wir von jedem Gruppe gleich viele Redner nehmen. Aber es geht nicht. Wir müssen die Zeit einhalten. Wir haben internationale Gäste und wir müssen um 12 Uhr Schluss machen. Ich bitte also um Verständnis. Ich weiß, wie interessant diese Situation ist. Ich war auch selbst in Malaga und habe dort die Konferenz präsidiert. Dort war das Gleichgewicht zwischen dem nordafrikanischen und dem Kongress gegeben. Jetzt erteile ich das Wort Herrn Nikolai Dudov aus Russland, von der russischen Delegation. Bitte. Herr Kollege Dudov, please. Уважаемый господин председатель, уважаемые господа, в составе делегации России я как губернатор представляю Магаданскую область. Это север нашего Дальнего Востока. Географически он находится в Азии, но исторически и культурно Дальний Восток России – часть большой Европы. Уникальность Российской Федерации как государства характеризует тот факт, что она объединяет в своем составе различные территории с ярко выраженными региональными особенностями – географическими, экономическими, этническими, историко-культурными. В таких условиях правильно выстроенная региональная политика, развитие местного самоуправления, институтов гражданского общества являются важнейшим фактором успешного развития как отдельных территорий, так и страны в целом. В настоящий момент в России происходят процессы демократизации, неизбежным следствием которых является повышение роли регионов и местного самоуправления. На это нацелена и федеральная концепция повышения самостоятельности региональных властей. Наглядным свидетельством этому является разграничение полномочий между федеральным центром и регионами, делегирование субъектам новых полномочий, прямые выборы в глав субъектов Российской Федерации, руководителей органов муниципальной власти, широкие полномочия, предоставленные органам местного самоуправления. Приведу пример. Если на 1 января 2005 года у региона имелось 41 полномочие, то на сегодняшний день это уже 92 полномочия. Полномочиям муниципальных поселений в 2003 году относилось 22 вопроса местного значения. В настоящее время в 2 раза больше. Эта динамика показывает, что институт регионализации динамично развивается, в том числе за счет становления и развития институтов местного самоуправления. Передача полномочий – это не самоцель, а одно из средств для повышения качества жизни для людей на конкретной территории, качество управления в том числе. При этом в настоящее время на уровне правительства Российской Федерации действуют 2 комиссии, которые серьезно работают в активном взаимодействии с регионами и муниципалитетами в поиске оптимального баланса распределения полномочий, подкрепленных необходимым финансовым ресурсом. Цель понятна. Наиболее общественно важные полномочия должны быть закреплены за тем уровнем публичной власти, который способен их выполнить, исходя из принципа субсидиарности. Бесспорно, муниципальная власть – это самый близкий к населению политический институт. В этой связи внутригосударственный регионализм ориентирован на политику наделения большей самостоятельности органов местного самоуправления для осуществления непосредственно народом своей власти. Происходит это как путем прямых выборов глав муниципальных образований, так и выборов из числа населения депутатов представительных органов власти. Об итогах своей работы по всем направлениям главы муниципальных образований депутаты местных собраний ежегодно отчитываются перед населением. С ежегодным отчетом о своей деятельности выступаю и я перед депутатами Магаданской областной думы. На ежегодном собрании также подвожу результаты экономического и социального развития области за год, ставлю задачи на перспективу. Одной из важных демократических форм работы органов власти с населением мы считаем встречи с жителями. Именно прямое общение с населением помогает понять, как оно оценивает ту или иную ситуацию,
события дает возможность проанализировать услышанное, принять вовремя управленческие решения по затронутым на встречах проблемам. У Магаданской области есть уникальный опыт взаимодействия органов власти и общественности через средства массовой информации. 2 года назад мною принято постановление о мерах по совершенствованию работы по рассмотрению критических публикаций в средствах массовой информации. Суть его в том, что органы власти обязаны реагировать на критические материалы, вышедшие в эфир или опубликованные СМИ. До настоящего времени подобного опыта нет ни в одном регионе Российской Федерации. Время показало правильность и эффективность принятого решения. Сегодня многие системные проблемы удалось решить именно потому, что они были публично поставлены гражданами через средства массовой информации, а их решение взято под жесткий контроль соответствующими структурами. Большинство созданных на территории общественных формирований также решает задачи, связанные с направлениями социального обеспечения, образования, здравоохранения, культуры, защиты групповых социальных прав, проблем людей с ограниченными физическими возможностями, организации отдыха и досуга людей, пропаганде здорового образа жизни. Из года в год эти институты общественные становятся все более организованными, более информированными. Очень важно, что их члены свободны и свободно могут обозначать общественно значимые проблемы и предлагать пути их решения и сотрудничества с органами власти. По инициативе таких общественных формирований принято более 10 законов области социальной направленности. Реализовано более 200 социально значимых проектов. Проблем, конечно, очень много. Проблемы связаны сегодня и с приведением на уровень федерального аспекта регионального законодательства. Есть проблемы, связанные с межбюджетными отношениями. Все эти вопросы, безусловно, решаются региональной властью с пониманием, которое есть сегодня у федерального центра. Думаю также, что и совместная работа в Конгрессе местных региональных властей, опыт, который имеют другие государства в этом направлении, очень полезным является и поможет решать многие вопросы. Спасибо. Thank you. The next speaker is Milo Müller. Please, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Ma question donc, est pour le représentant donc, du Conseil régional de Rabat. Nous connaissons les engagements de Mohamed VI en ce qui concerne les droits des femmes et l'accroissement de leurs droits. Je voulais demander à Monsieur Berkia si dans les réformes qui ont été annoncées, il y a une juste répartition des hommes et des femmes dans les instances régionales qui ont été évoquées. Je vous remercie. Please, you have the floor. You can answer. Merci, Monsieur le Président. En réponse à Madame, je dois vous dire que la dernière constitution, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est en juillet 2011. Cela veut dire que nous attendons les prochaines élections et il est tout à fait normal que dans le projet qui est prévu, c'est de pouvoir permettre, bien entendu, à beaucoup plus de femmes de participer aux élections. Donc, il y aura, je ne dirais pas qu'il y aurait une parité, mais il y aura certainement un grand nombre de femmes présentes dans les institutions aussi bien communales que provinciales que régionales. Ich danke allen Sprechern, allen Diskussionsteilnehmern für diese Debatte. Es war sehr interessant.